bien, chers amis auditeurs et auditrices, bienvenue ici à Paris au Forum Viva au Radio Fidélité. Pose ses valises. Le Forum Viva, c'est durant 2 jours l'occasion pour des centaines de visiteurs de venir à la rencontre de nombreux intervenants de la sphère chrétienne, mais pas que, et parler des sujets de société. Alors aujourd'hui, dans le Rendez-vous Fidélité, on a décidé de vous donner des conseils, des astuces grâce à nos différents intervenants sur la vie en famille. Pour en parler et sans aller récolter les interviews, Morgane Poirier. Bonjour Morgane. Bonjour Simon. Et Clara Baird. Bonjour Clara. Bonjour. Avec elle, nous sommes allés à la rencontre de ces intervenants qui vont venir, dans l'heure qui vient, vous parler de thématiques qui forcément vont résonner potentiellement avec votre vie. Si vous avez des enfants, on en parlera notamment avec Anne Sixtine. Elle nous parlera de comment est-ce qu'on peut commencer à parler de sexualité, notamment à ses ados. Hélène Bodom viendra quant à elle nous expliquer comment des mamans peuvent perdre pied dans leur vie de famille, à vouloir être des mamans, des épouses parfaites et à trop s'oublier. Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Elle a créé les Fabuleuses au foyer, elle nous en parlera tout à l'heure. En compagnie de Cyril Marx, le fondateur de Dictia, on s'intéressera aux limites que l'on peut poser face aux écrans. Et forcément, quand on a des ados à la maison, on sait combien les écrans sont devenus primordiaux dans leur vie. Les écrans qui nous amèneront vers les réseaux sociaux, on en parlera avec Victor, le cateau de service. Il fait partie de ces influenceurs qui aujourd'hui commencent à peser dans la sphère chrétienne sur les réseaux en ligne. Il nous dévoilera à la fois sa vision justement de l'importance des réseaux, mais aussi comment est-ce que l'on peut arriver à créer du contenu chrétien en ligne. Voilà pour le programme de ce Rendez-vous Fidélité spécial Forum Viva. Installez-vous, on est parti pour un tour. Le Rendez-vous Fidélité. Et pour débuter ce Rendez-vous Fidélité, c'est en votre compagnie, Morgane Poirier, que on va aller à la rencontre de notre première invitée. Elle s'appelle Anne Sixtine. Tout à fait Simon, je suis en compagnie d'Anne Sixtine Perardel. Elle est conseillère en vie affective et sexuelle. Elle a participé à la conférence éducation affective et protection contre les violences au Forum Viva. Pourquoi c'est important de discuter des protections contre les violences aux parents? En fait, le sujet de la protection des enfants contre tout ce qui est du domaine des violences et violences au sens large, c'est un des sujets dont on n'a pas trop envie de parler parce que c'est glauque, ça renvoie à des situations très douloureuses. Mais en fait, c'est un des sujets, si en tant que parent ou éducateur on est formé, en fait, on devient des garants de sécurité pour nos enfants ou pour les jeunes qu'on côtoie. Et donc c'est pour ça que je trouve ça hyper bien que pendant ce forum, il y ait eu un atelier prévu pour ça, qui était d'ailleurs blindé, il y avait plein de parents, enfin voilà. Donc on sent que c'est un sujet qui intéresse et j'avais une femme qui me disait merci parce que c'est un sujet qui est douloureux, j'hésitais à venir parce que j'aime pas trop aborder ces sujets et en même temps je repars avec des vraies clés pour avancer, donc c'est super. C'est quoi les conseils que vous leur donnez, par exemple ? Déjà, le fait qu'ils viennent, je les félicite, dans le sens où ça veut dire qu'ils ont une démarche de formation personnelle, d'interrogation, de remise en question, parfois qui est nécessaire pour ce genre de sujet, où on ne peut pas tout maîtriser, et donc se former sur le sujet est déjà une belle démarche. Et puis mon objectif, c'était déjà qu'ils comprennent l'ampleur de ce phénomène des violences. J'étais en interview en conférence avec un juriste, et donc on avait une double voix, moi de conseillère en vie affective et sexuelle qui intervient auprès des jeunes, qui parle beaucoup de ces sujets d'affectivité et qui voit des quantités de jeunes parents, voilà, et puis un juriste qui donnait aussi les actions concrètes et la compréhension de la loi par rapport à ces sujets de violence. Et donc c'est une manière de présenter un sujet qui fait qu'on le comprend mieux déjà. On a un aperçu global, alors c'est un petit atelier de 45 minutes donc c'est rapide, et j'ai porté mon focus sur 3 sujets en particulier qui me semblaient vraiment essentiels. La question du harcèlement, et associée un petit peu avec la négligence affective, voilà. La question de la pornographie et la question des violences sexuelles qu'on peut malheureusement voir chez les enfants. On entend beaucoup en ce moment parler de l'harcèlement scolaire, des violences sexuelles chez les enfants ou même chez les ados. Comment on fait pour en parler avec son enfant ? Alors déjà, je pars toujours du principe qu'il faut expliquer ce qu'il y a de beau dans la vie. C'est-à-dire les relations, c'est des belles relations. La question du harcèlement, elle vient blesser la manière belle de vivre ces relations, par exemple. Donc bien comprendre que la base positive va permettre de comprendre
pourquoi il y a certains problèmes qui peuvent arriver. Donc le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment de conseiller aux parents de faire en sorte que leurs enfants aient une belle vision de l'affectivité, des relations, de l'amour, de la sexualité. Et c'est à partir de là, donc par exemple expliquer la puberté, ça peut paraître parfois un peu gênant, etc. Mais c'est un des sujets les plus beaux à aborder, justement parce que c'est le développement du corps. Et en fait, quand on explique le beau, après il y a de la place pour expliquer tout ce qui va être plus compliqué et faire de la vraie prévention à partir du positif. Voilà. C'est important de faire de la prévention pour ces futurs adolescents ou même pour ces enfants. En fait, la prévention, elle vient pas remplacer l'éducation. Parfois, on a un peu mélangé, on s'est focalisé sur attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est un peu anxiogène et c'est hyper culpabilisant pour des parents parce qu'on se dit mais s'ils en parlent pas et moi je suis un peu gênée, etc. Comment je fais pour protéger mon enfant quand même. Donc, je pense que la logique, c'est vraiment de se dire, c'est des petites choses du quotidien, du type parler d'estime de soi avec son enfant. J'ai dédicacé mon livre tout à l'heure, donc c'était vraiment donner des repères positifs à son enfant pour qu'il se construise. Et à partir de là, dans la logique de prévention, se dire que c'est des repères qui vont les aider, non pas, qui vont pas les pousser à faire des choses. Quand je parle de pornographie, j'invite pas à regarder du porno aux adolescents ou aux enfants, mais je leur donne les repères pour que si jamais ils y sont confrontés, ils puissent réagir. Parce que la plupart du temps, si on t'a jamais expliqué les choses, c'est difficile, tu vas pas inventer la protection personnelle sur le vif, entre guillemets. C'est plus difficile de gérer une situation au moment où elle arrive que si on l'a un peu anticipé, on t'a expliqué, et au moins quand tu y es confronté, si jamais tu y es confronté, ça t'aide un petit peu à agir. C'est pas magique, mais quand même, ça en rassure certains aussi de savoir ce qui peut arriver. Oui, parce que si on fait pas de prévention, ces enfants ou ces adolescents vont chercher par eux-mêmes, parce qu'ils auront entendu des choses au collège ou à l'école. Complètement, et c'est exactement comme ça que certains tombent sur de la pornographie, c'est-à-dire j'ai envie de savoir, je suis curieuse sur la sexualité, on m'a parlé de sexualité, qu'est-ce que c'est, ou on m'a dit le mot porno, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire, et ils tapent sur internet les mots-clés et malheureusement ils tombent sur des images qui vont la plupart du temps extrêmement les choquer vraiment en profondeur, et puis c'est là en fait pareil où les parents ont une place extraordinaire, à la fois très responsable, c'est très responsabilisant et en même temps c'est très puissant parce que si les parents prennent cette place d'éducateur sur ces sujets si spécifiques, en fait l'enfant n'aura pas besoin d'aller chercher sur internet ou chez leurs petits copains ou je ne sais quoi des informations, ils pourront se tourner vers eux pour avoir leurs infos. Et généralement, c'est la meilleure des protections. Moi, je dis toujours l'éducation, c'est la meilleure des préventions. C'est que plus on osera parler d'affectivité, de relations, de sexualité, même des sujets qu'on n'aime pas trop aborder en tant qu'adulte, parfois parce qu'on n'a jamais été éduqué là-dessus, donc on a du mal à transmettre. Formez-vous parce que vraiment, c'est des sujets sur lesquels vos enfants ont besoin d'aide. Ils ont besoin de vous. Mais on peut aussi les former, par exemple, avec des livres qui existent. Alors les livres c'est un bon moyen, c'est un moyen parmi d'autres de pouvoir sensibiliser son enfant, déjà se sensibiliser soi-même, garder toujours en tête que c'est les conversations qui marquent le plus en général. Un bouquin c'est pas mal, mais le fait d'en parler avec un adulte ensuite, de rebondir sur la lecture, tiens comment t'as perçu tel sujet, qu'est-ce que t'en retiens, etc. Ça fera toujours rendre la conversation plus concrète entre des parents et des enfants. Dans votre travail de tous les jours, vous rencontrez des parents qui ont énormément de questions sur ce sujet-là ? Alors, des parents qui se sentent très souvent démunis, parce que c'est des sujets pour pas mal de générations, c'était un non-sujet. L'éducation affective et sexuelle, c'était soit jouissez sans entrave, soit rien du tout, on n'en parlait pas trop. Donc, ça rend forcément un peu compliqué le jour où tu es confronté avec tes propres enfants à ces questions, l'idée d'en parler devient un peu plus complexe. Je pense que, moi je vois dans mon cabinet, je donne pas mal de conférences aussi aux parents. Quand j'interviens dans un établissement scolaire, j'essaye de proposer à chaque fois une conférence pour les adultes, les parents et les éducateurs pour qu'ils puissent aussi être vraiment investis dans cette question parce que personne ne le fera à leur place. C'est vraiment la place des parents est unique, personne ne fera à leur place leur job de parents sur ces sujets d'affectivité. Et donc moi j'essaye de donner des repères très concrets, donc les inviter à parfois prendre soin d'eux et peut-être aller demander des conseils chez un professionnel, etc. S'ils voient que ce sujet d'affectivité et de sexualité les gêne un peu trop ou parce que parfois certains ont eu des blessures, donc ils osent pas trop en parler parce que c'est difficile déjà pour eux d'assumer un vécu traumatique ou des choses comme ça. Donc j'invite toujours les parents à prendre soin d'eux, à demander de l'aide si jamais ils sont coincés, ils n'arrivent pas trop à parler de ces sujets parce que plus eux-mêmes prendront soin d'eux, plus ils seront capables de prendre soin de leurs enfants sur ces sujets-là spécifiquement. Quand vous faites des conférences avec
éducateurs ou des parents, quelles questions reviennent assez souvent ? Je pense que la question qui revient souvent, c'est comment faire pour que mon enfant ait confiance en lui. Ça, c'est vraiment un des sujets où comment faire pour donner les meilleurs repères pour son enfant. Donc moi, je travaille toujours en leur disant déjà quelles sont les 3 phrases que vous auriez envie de dire à votre enfant. Vous allez leur dire 150 milliards de repères d'éducation pendant toute leur enfance et leur adolescence. Ils en retiendront 3. Quelles sont ces 3 phrases que vous avez envie de leur transmettre qui font que vous allez leur répéter et leur répéter, leur re-répéter. La pédagogie, c'est de répéter. Et ben voilà, c'est la même chose. L'éducation, c'est la répétition. Et quelles sont ces 3 phrases que vous auriez envie de leur transmettre ? Moi, une phrase que je transmets à tous les jeunes que je rencontre, c'est « Tu es un trésor tel que tu es, tu mérites le meilleur ». Et c'est une phrase qui est toute bête, mais il y a tellement de jeunes qui ont besoin d'entendre qu'ils ont de la valeur, qu'ils méritent le meilleur. T'agis pas du tout de la même manière quand t'as conscience que tu mérites le meilleur que quand tu dis bon, je sais pas trop qui je suis, j'ai pas trop de valeur, etc. Donc c'est l'axe, on va dire, de travail des parents. 3 phrases. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant retienne de ta vision de la vie ? Et 3 phrases, c'est déjà pas mal. Pourquoi vous pensez qu'il y a beaucoup de parents se posent la question sur la confiance de son enfant ? Parce qu'aujourd'hui, déjà, ça correspond à un stade de croissance de l'enfant. C'est-à-dire, dans l'expérience de l'adolescence, de l'enfance, vers l'adolescence, vers l'âge adulte, cette maturation progressive fait que l'enfant, au départ, est très dépendant de ses parents pour savoir qui il est et avoir conscience de sa valeur. Et puis, petit à petit, l'adulte, c'est celui qui sait justement regarder sa valeur et savoir qui il est, indépendamment du regard des autres. Eh bien, tout l'enjeu, justement, de cette période d'enfance, adolescence, vers l'âge adulte, c'est d'accompagner l'enfant dans cette construction personnelle. Donc, quand on parle de construction personnelle, évidemment, on parle d'estime de soi et de confiance en soi. Et donc là, généralement, c'est donner des repères pour les valoriser. Je dis souvent que, pour un couple, on dit qu'il faut une parole de critique ou de remarque négative pour 4 paroles valorisantes. Donc vous imaginez avec des enfants qui sont en pleine construction, c'est au moins ça qu'il faut faire. Or généralement ce qui se passe, c'est qu'on est plutôt dans 4 paroles de critique, de attention fais ci, attention méchat, t'as pas fait ci, machin, et une parole valorisante de temps en temps. Et bien vous voyez, cette manière de valoriser l'enfant, c'est des habitudes d'éducation qui vont l'aider à construire une personnalité solide, pleine d'estime de lui-même, de confiance en soi, pour s'affirmer en tant qu'adulte ensuite facilement dans ses relations. Ça rend pas magique, encore une fois, les relations, mais c'est, on va dire, la base nécessaire pour une maturité affective. Donc je travaille tout ça et mon livre Révolutionner sa vie affective, 10 exercices pour réussir, c'est un peu ce que j'ai proposé comme outil pour des parents et pour des enfants afin qu'ils aient, on va dire, une base de réflexion. C'est un peu comme un accompagnement avec moi, mais version écrite, mais qui fait que on part pas de il faut avoir de l'estime de soi, comment on fait ? Question, par exemple, vos qualités. En tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'éducateur, est-ce que vous êtes capable de les citer et de m'en citer au moins 20 ? Et là, généralement, on me dit 20, c'est énorme. Je dis, en fait, mes élèves de 6e en ont 20, donc a priori, en tant qu'adulte, vous en avez 20 aussi. Peut-être que vous n'avez jamais fait le travail. Donc, faites le travail pour vous. Et c'est le premier exercice de mon livre. Donc, ceux qui ne savent pas trop, vous pouvez vous le procurer. Ça marche bien aussi. Et pour donner de l'estime à son enfant, c'est par exemple quand il fait quelque chose, on peut lui dire c'est bien ce que tu fais, c'est joli, c'est... Oui, par exemple, et valoriser le fait qu'il peut être fier de lui-même. Se dire, voilà, t'as accompli, t'as fait des efforts pour arriver à telle chose, bravo, parce que j'ai vu tous les efforts que t'as fait, et tu peux être fier de toi. Mais c'est pas forcément que dans le faire. Ça, c'est important parce que parfois, l'enfant va vouloir faire tout bien pour essayer d'être sûr qu'il a de la valeur, mais c'est pas parce que il y a des moments où tu rates, et c'est pas pour ça que t'as pas de valeur. Et donc, c'est parfois être capable de dire, mais voilà, là, t'as raté ou là, t'as fait une bêtise, et je t'aime infiniment. Là, sur ces petites choses, va peut-être falloir retrouver un petit équilibre et c'était pas bien ce que tu as fait. Être capable de dire c'est bien et c'est mal dans les actions. Mais toujours être capable de dire en fait tu es plus que ce que tu fais. Et tu as de la valeur même si tu fais n'importe quoi. Et je t'aime même si tu fais n'importe quoi de temps en temps. On essaye de corriger, mais voilà. Et un enfant qui a de l'estime de soi, quand il devient adulte par rapport à un autre où on lui a pas fait d'estime de soi quand il était plus jeune, il y a des différences ? Alors, un enfant qui a de l'estime de soi, donc l'estime de soi, c'est le regard bienveillant qu'on porte sur soi. Donc, tu t'acceptes comme tu es, donc tu t'affirmes beaucoup plus facilement face aux autres. Donc, pour te lancer dans tel ou tel projet, telle ou telle activité, telle ou telle relation, ça va être beaucoup plus simple pour quelqu'un qui a de l'estime de soi. Et l'avantage aussi, c'est que s'il y a des ruptures amicales, ruptures amoureuses, on s'est aperçu que les personnes qui avaient le plus d'estime de soi se remettaient plus rapidement d'une rupture amoureuse ou d'une rupture amicale. Parce que, encore une fois, il sait que sa valeur ne dépend pas de l'autre, mais juste, il a de la valeur. Il est une personne incroyable telle qu'il est, et c'est un trésor dans une relation. Merci Anne-Sistine. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes conseillère en vie affective et sexuelle.
Merci beaucoup Morgane Poirier. On continue nos rencontres et à présent c'est vers Hélène Bonhomme que je vais me tourner. Bonjour Hélène, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maman de 4 enfants, vous êtes aussi la fondatrice des Fabuleuses au foyer. Hélène Bonhomme, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on se retrouve trop souvent dans des cas de situation où des mamans, des jeunes femmes se retrouvent dans des situations de détresse absolue ? Oui. Alors chez les Fabuleuses, on reçoit chaque jour des centaines de témoignages par email. Il y a des femmes qui sont dans des situations de détresse qu'on n'imagine pas. Ça peut être votre sœur, votre belle-sœur, votre belle-fille, une maman du portail de l'école, une copine. Et en fait, comme c'est censé bien se passer, comme la maternité c'est censé être que du bonheur, mais on a beaucoup de mal à dire qu'on pleure beaucoup, on a des émotions qui peuvent parfois exploser, qu'on crie sur les enfants. En fait, la réalité, c'est que ça nous arrive toutes, mais voilà, qu'on a du mal à le dire et que, en plus de la difficulté d'être mère, dans un monde qui va déjà très très vite, on va s'infliger de l'auto-jugement. On va s'auto-flageller en disant mais c'est pas normal d'être aussi fatigué, c'est pas normal de se sentir aussi dépassé. Il y a quelque chose forcément qui cloche chez moi. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire à ces femmes que malheureusement, c'est normal que beaucoup de mères se sentent très vulnérables. Et ici, au Forum Viva, on a beaucoup parlé de vulnérabilité. Et c'est vrai que quand on devient mère, en fait, la maternité, c'est une expérience qui nous dépasse. À partir du moment où la grossesse commence, pendant la grossesse, à l'accouchement, une fois que le bébé arrive, et puis en fait, ça s'arrête jamais, puisqu'on restera toujours la mère de notre enfant quand il sera ado, quand il sera adulte. Je parlais tout à l'heure avec une dame qui me disait, vous savez, même les personnes très âgées qui sont déjà en EHPAD et qui perdent un enfant, vivent une douleur indicible parce que ce sera toujours notre enfant, même si notre enfant a 60 ou 70 ans. Voyez. Il y a un lien maternel qui est assez inexprimable, presque difficile à penser, à conceptualiser, parce que la maternité, c'est pas un concept aseptisé, quoi. Il y a quelque chose de presque d'animal qui nous donne envie de tout donner, d'être dans le don de soi. Parfois à l'extrême, et parfois on s'oublie. Et donc je suis venue dire aux mamans qu'elles ont non seulement le droit, mais surtout le devoir de ne pas s'oublier et de prendre soin d'elles, de recharger leur batterie. Mais alors justement Hélène, pour les mamans qui nous écoutent, c'est quoi le premier marqueur qui doit attirer notre attention pour qu'on se dise là je vais peut-être trop loin ou j'ai peut-être là besoin d'aide? Ouais. Alors il y a différents symptômes d'épuisement maternelle. D'abord la fatigue, tout simplement. Je me sens physiquement fatiguée, je me lève le matin et j'ai l'impression qu'il me faudrait une deuxième nuit avant d'attaquer ma journée. Fatigue psychologique aussi. Il y a tout qui nous saoule, il y a tout qui nous énerve. On sent que on sent qu'on craque, quoi, que un rien peut nous faire craquer. Il y a le sentiment aussi de s'éloigner de ses proches. C'est-à-dire qu'en fait, on va être avec son conjoint, avec ses enfants dans la même pièce, mais on n'est plus vraiment en lien, on n'est plus vraiment connecté, on n'est plus vraiment lié. Il y a quelque chose d'un peu robotique, quoi, d'un peu mécanique dans la relation. Bon, je suis là, allez, je te pose à manger sur la table, mais je suis plus avec toi. Et puis le sentiment d'être submergé, c'est-à-dire que en fait tout devient une montagne. On compte les heures et on se dit vivement ce soir que je puisse aller au lit. Voilà, ça peut être des indicateurs qu'il va falloir réagir, quoi. Il va falloir commencer à faire quelque chose. Et justement, face à cette détresse, qu'est-ce qui peut être mis en place pour aider ces mamans qui, à juste titre, dans la vie qui est la nôtre aujourd'hui, où on le sait bien, ça peut très vite partir, on n'a pas forcément l'aide qu'on attendrait de la part de son conjoint, de sa famille, ou que, vous l'avez dit, on n'ose pas toujours dire ça va pas. Il faut juste communiquer. Oui, alors ça c'est une excellente question. Moi je dirais, avant de communiquer, je dirais qu'il y a urgence à trouver une petite minute par jour juste pour soi.
et que cette petite minute, alors pour certaines ça peut paraître une montagne, mais elle est trouvable. En fait, on a des petits trous de gruyère dans nos journées, sauf qu'on les remplit justement avec les mauvaises choses. Vite, je coche encore une case, ou vite, je réponds encore à un mail, ou vite, je range les chaussettes dans le tiroir. Voilà, mais il est possible de s'arrêter juste une minute, et il est possible de recharger ses batteries de manière vraiment qualitative pendant cette petite minute-là. Ça, je pense que c'est le réflexe numéro 1, c'est de trouver cette minute. Parce que si on n'a pas une minute, on n'a pas de vie. Voilà, tout simplement. Et voilà, et chez les Fabuleuses, on enseigne les mamans à comment remplir cette petite minute-là de quelque chose qui sera le plus qualitatif possible, le plus nourrissant possible. Et pour répondre à votre question sur la communication, plus on va prendre des petites minutes, plus on va devenir accro et on va avoir envie tout à coup de 10 minutes, une demi-heure, ou bien de partir 3 jours seule ou entre copines. On propose aussi chez les Fabuleuses des vacances pour maman. Voilà. Et là, pour faire ça, on va avoir besoin de communiquer. On va avoir besoin de poser une question, de dire es-tu d'accord que je ressens le besoin de. Mais je pense que la communication ne vient que après le fait d'être en paix avec soi-même sur notre besoin. Voilà. Donc en fait, quand soi-même on s'autorise pas vraiment à avoir tel besoin, quand on va communiquer, on risque d'être un peu agressif parce que comme on n'est pas comme on se sent un peu coupable, on peut peut-être faire un petit peu le hérisson et dire comment ça, t'es pas d'accord, alors qu'en fait c'est nous-mêmes qui sommes pas tout à fait convaincus de l'utilité ou en tout cas d'avoir le courage de vraiment le faire parce que ça fait peur d'être seul avec soi-même. Donc voilà, je dirais trouver du temps pour soi en 1, en 2, s'autoriser profondément à avoir des besoins, et puis en 3, les communiquer avec foi et confiance qu'en face de nous, on a un partenaire qui a qu'une envie, c'est qu'on aille bien. Voilà. Je pense qu'on est dans une société qui tape quand même beaucoup sur les mecs en disant qu'ils en font pas une. Mais alors, je dis pas que ça n'existe pas. Hein, les conjoints qui laissent totalement toute la logistique familiale reposer sur les mères. Mais moi, je crois quand même que aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui eux-mêmes se trouvent complètement désarmés et impuissants en voyant leur femme couler et qui savent pas comment faire, tout simplement parce que la femme ne s'autorise pas à lui dire ce qu'elle ressent. Et justement, dans ce cas de figure-là, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la maman qui nous écoute, mais le papa qui voit son épouse, sa conjointe qui est en train progressivement de perdre pied, il a quoi, lui, comme levier d'action pour essayer de faire bouger un petit peu les choses ? Merci pour cette excellente question. Alors, comme levier d'action, je crois qu'il peut tout à fait... alors, ça veut tout dire et rien dire, hein, c'est pas très concret, mais voir, je te vois, en fait, je vois ta souffrance, je vois ton émotion et je la valide. Voilà. Il peut valider. Moi je l'ai vécu dans mon parcours. J'ai eu besoin, en fait, En fait, ce qui m'a aidé, c'est de lire un livre sur le burn-out maternel. En lisant ce témoignage, je me suis dit, ça y est, j'ai un mot, je sais que c'est moi. Et j'ai eu besoin de donner ce bouquin à mon mari en lui disant, s'il te plaît, peux-tu lire ça ? Il l'a lu, il a dit, d'accord, maintenant je comprends. Et je valide, et je ne juge pas que tu ressens ce sentiment d'être dépassé, d'être fatigué, J'entends que tu ressens cette souffrance, et je la valide. Je n'essaie pas de la minimiser, je n'essaie même pas de te sauver, ni même de te proposer une solution. Avant même de parfois ça nous énerve, nous les filles, parce que les hommes ils aiment bien proposer des solutions, mais que nous, avant la solution, on veut être entendu, on veut être comprise, on veut être prise dans les bras, alors physiquement mais aussi émotionnellement. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a entendu l'émotion, après on peut poser la question, qu'est-ce qui t'aiderait ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et là, je suis sûre qu'elle aura plein d'idées, la dame. Est-ce que tu pourrais me donner 1 heure pour que je puisse, gérer le bain des enfants ce soir et leur donner à manger et gérer le brossage des dents et la mise au lit pour que moi je puisse aller marcher ou peu importe. Mais poser la question. Et puis une fois que le besoin sera exprimé, je suis sûre que les hommes auront plein de ressources pour proposer plein de belles solutions. Et je vais le dire de manière maladroite, mais cette validation en quelque sorte, j'imagine, doit faciliter l'acceptation par la personne elle-même. Oui. Je pense qu'elle facilite l'acceptation parce qu'on est quand même des animaux sociaux, hein, on a besoin des autres et forcément
Et une chercheuse qui s'appelle Christine Neff qui dit que l'un des leviers de l'autocompassion, donc de l'amour pour soi, c'est le sentiment d'humanité. Ça veut dire que ce sentiment que voilà, qu'on n'est pas seul, qu'on fait partie d'un groupe et que en fait on ressent tous la même chose. En fait, je suis pas la seule. Là, je me sens totalement angoissée ou anxieuse et j'ai l'impression que je suis la seule personne au monde à souffrir. Alors qu'en fait, on souffre tous de plein de manières différentes. D'ailleurs, les hommes ont des souffrances que les femmes n'ont pas. Ça, il faut le dire aussi. Je ferme cette petite parenthèse. Mais en tout cas, ça répond à ce besoin-là, ce sentiment d'humanité. Et donc, quand l'autre valide une émotion, en fait, il va dire, par exemple, ça m'arrive aussi de temps en temps de ressentir une telle anxiété. Bon, chez moi, ça se manifeste un peu différemment. Mais voilà, c'est une sorte de moi aussi. Voilà, on a besoin d'entendre moi aussi, plutôt que tu devrais. Voilà, avant de donner des conseils, valider l'émotion, ouais, c'est un immense cadeau qu'on peut faire. Est-ce que vous vous attendiez à ce que les fabuleuses suscitent justement autant d'engouement ? Moi, j'ai toujours eu besoin de beaucoup écrire. Et quand nos jumeaux sont arrivés, ça a été un tsunami pour moi. Et voilà, j'ai tenu un journal où j'ai écrit tout ce qui se passait dans ma tête pour faire le tri. C'était assez cathartique. Et c'est mon mari, David, qui m'a mis un énorme coup de pied au derrière en disant ce serait vraiment quand même vachement bien que tu publies ces choses en ligne. Voilà. Donc ces textes étaient bien cachés au fond des dossiers de dossiers de mon ordinateur. Et voilà, pour faire court, j'ai accepté d'en mettre quelques premiers en ligne en me disant de toute façon ça n'intéressera personne et de toute façon je suis la seule à vivre ça. Et voilà, c'est vrai que ça s'est répandu comme une traînée de poudre et que assez rapidement j'ai reçu 10, 20, 100, 500, 1000 messages de fabuleuses qui me disaient mais en fait c'est pas possible, t'as mis des caméras chez moi, en fait tu racontes l'histoire de ma vie. Donc pour moi ça a été thérapeutique. Voilà, de me dire plus je raconte des trucs que je trouve totalement honteux et voilà, plus je parle de cette vie de mauvaise mère, plus je me rends compte qu'on est toutes les mêmes, donc c'est quand même sympa. Voilà, donc pour répondre à votre question, non, je m'attendais pas à cet engouement. Et puis plus les années passent, donc les Fabuleuses existent depuis 2014, plus on a, puisqu'on est 15 à plein temps à travailler à prendre soin de la santé émotionnelle des mamans de manière la plus large possible, plus on a l'impression de tirer sur un fil et de se dire mais c'est incroyable les enjeux qui dépendent de la santé émotionnelle des mamans. En fait, la société a besoin de mamans qui vont bien, parce que la société a besoin de familles qui vont bien, et quand la maman va bien, j'ai pas mal de trucs qui se débloquent dans les familles. Et voilà, je crois qu'il faut... il en faut pour tout le monde, hein. Il en faut pour les papas, il en faut pour les enfants, il en faut à tous les niveaux, mais nous, on a vraiment un cœur pour les mamans, parce que les mamans donnent la vie, et pas seulement physiquement, les mamans sont appelées à mettre de la vie, en fait, dans tout ce qu'elles font. Et je dis maman au sens large parce qu'il y a des mamans qui n'ont pas d'enfants biologiques, mais qui sont des mères. Et en fait, quand on met de la vie, quand on met de la joie, quand on met de la lumière autour de nous, on est une maman. Donc nous, on veut aider les mamans qui ont perdu cette petite flamme intérieure, là, cette petite joie, cette petite lumière qui est un petit peu éteinte. Nous, on est là pour les aider à... Non pas à la rallumer, parce que je crois que il existe une flamme en chacune, mais peut-être qu'elle a été recouverte, vous voyez, par des tas de linge sale, peut-être, par de la vaisselle qui traîne, ou alors par des émotions enfouies, des traumas du passé, voilà. Donc nous on les aide à dépoussiérer et à ranger un petit peu la maison intérieure, hein, pour que la lumière réapparaisse. Pour terminer, Hélène, est-ce que vous trouveriez, au fond, quand je vous écoute, on pourrait se dire que ça pourrait presque être logique qu'au collège, au lycée, je ne sais pas à quel moment, mais qu'on aille à la rencontre des jeunes pour leur parler et tout simplement leur expliquer d'une certaine façon ce vers quoi potentiellement elles vont passer et le fait que oui, c'est normal de se sentir dépassé, de douter, de se dire qu'on n'est pas armé face à la situation pour peut-être éviter certaines embûches. Oui, et c'est très juste ce que vous dites, parce que ma génération, c'est plutôt la génération qui est tombée dans le piège des mères parfaites, hein. Moi, je suis vraiment tombée là-dedans à fond, le perfectionnisme maternel. Et la génération qui arrive après nous, ne veut plus d'enfants.
Bah oui, parce que en fait, elles se rendent bien compte que c'est beaucoup trop dur. Alors, c'est peut-être un petit peu de notre faute parce qu'on a peut-être été un peu trop authentique. J'en sais rien, je le dis en rigolant parce que je crois pas qu'on peut être trop authentique. Mais c'est vrai qu'il y a une peur de la maternité. Mais non, mais moi je veux pas que mon corps change. Moi, je veux pas vivre toutes ces émotions-là. Je veux pas. Et en fait, je veux pas traverser l'expérience de la vulnérabilité. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Je trouve ça hyper dommage parce que il faut dire aux jeunes, il faut dire à tout le monde que la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse, bien au contraire, c'est l'opportunité de faire preuve de courage. En fait, quand on vit une expérience de vulnérabilité, c'est que on n'est pas sûr de l'issue. C'est ça la vulnérabilité, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on va s'en sortir. Mais si on n'est pas dans une situation où on n'est pas sûr de l'issue, il n'y a pas de force, il n'y a pas de courage, il n'y a même pas d'histoire à raconter en fait. Il n'y a pas de voilà. Et donc, moi je crois que il faut prendre des risques, quoi. Il faut oser. Et j'ai pas mal de jeunes femmes dans mon entourage qui me disent, voilà, moi j'ai pas envie de me risquer à être mère. Et en fait, je constate que ça n'efface pas la souffrance de leur vie. En fait, elles vivent d'autres souffrances, elles vivent d'autres vulnérabilités, quoi. Ce que je veux dire, c'est que la vulnérabilité est une force et que, par définition, la famille, c'est un risque à prendre, qu'il n'y a pas de garantie, mais que ce serait dommage de ne pas essayer. Eh bien, merci beaucoup, Hélène Bonhomme. Je rappelle que vous êtes mère de 4 enfants et la fondatrice des Fabuleuses au foyer. Notre prochain invité, il est avec vous, Clara Berthe. On va pouvoir un petit peu parler des écrans. Oui, nous sommes en compagnie avec Cyril Markt, fondateur de la société Dictia. Bonjour Cyril, comment avez-vous vu évoluer, vous, la place des écrans dans les familles ? Effectivement, Dictia est né de ce constat, justement, de se rendre compte il y a déjà plusieurs années, avant le confinement, parce que souvent on raisonne maintenant un petit peu entre le avant et le après, que déjà il y a quelques années, la place des écrans posait des questions, mettait des familles en difficulté. C'était l'arrivée des téléphones portables, l'arrivée des smartphones, les consoles portables commençaient à se déployer, l'usage d'Internet, des environnements numériques de travail se multipliait aussi en lien avec l'école. Et on a rencontré un certain nombre de parents qui justement étaient en difficulté par rapport à ça et qui avaient besoin d'aide, qui se sentaient soit démunis pour aborder le problème, soit qui se sentaient seuls en disant mais on a un petit peu l'impression de ramer seul dans notre coin à contre-courant. Quel type de difficultés ça a pu créer au sein des familles ? Est-ce que c'est c'est des fractures que ça a créé, des écarts de génération ? Alors effectivement, on a des différents aspects, ça s'est traduit de manière différente selon les familles. Soit ça a créé des tensions, avec des prises de position, parfois des parents qui étaient un peu vent debout contre cette arrivée des écrans du numérique dans la famille, parfois de manière peut-être un peu extrême, mais ne sachant pas comment gérer le sujet ou étant un petit peu dans la crainte de ce que ça pouvait engendrer, avec des positions assez radicales, ou inversement des parents qui ont un petit peu abandonné le sujet, lâché la bride, faute de savoir quoi faire, ou se disant de toute façon aujourd'hui ça fait partie, ce numérique fait partie de la vie et à quoi bon lutter. Est-ce qu'il y a plus pour vous, il y aurait plus d'aspects négatifs ou positifs à laisser s'abandonner les enfants et les jeunes générations aux écrans Alors, le numérique en lui-même n'est pas d'abord un problème. C'est vrai que ça fait partie aujourd'hui de nos vies, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans les familles, pour communiquer, pour se divertir, pour travailler. C'est vrai que ça reste des outils formidables. Mais c'est vrai que ça nous pose plein de questions sur la place de ces outils dans nos vies, notre capacité à les maîtriser, en garder la maîtrise, pour que ce soit toujours des outils au service des personnes et du bien commun. C'est une des préoccupations de ce Forum Viva. Et effectivement, l'abandonner le sujet, effectivement, aujourd'hui, c'est pas possible et c'est pas souhaitable. Il y a un vrai enjeu autour de l'éducation numérique qui est évidemment en partie qui repose sur la famille, mais qui est aussi un sujet abordé à l'école dans le cadre scolaire. Comment on distingue un bon usage numérique d'un usage numérique assez nocif ? Alors, j'allais dire d'une manière générale,
Un bon usage numérique, c'est un usage qui va permettre à la personne d'atteindre son but, d'être au service de ce qu'elle a envie de vivre. Et à partir du moment où finalement l'outil numérique, plutôt d'être un facilitateur, un outil au service de la personne et de l'action qu'elle veut mener, devient un sujet de difficulté, de tension, un sujet de chute, là on va commencer à parler de mésusage. Alors effectivement, ça peut être des mauvais usages qui auront un impact sur la personne elle-même, sur sa santé, sur son travail scolaire ou professionnel, sur ses relations, mais ça peut être aussi un impact avec tous ceux qui l'entourent, sur la famille en général ou sur la société. Et du coup, est-ce qu'il y a la notion de temps qui rentre en compte Oui, alors bien sûr, la question du temps passé derrière les écrans est une des questions centrales que j'allais dire tous les parents se posent, mais que tous les adultes se posent. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est un des points aussi sur lequel on est pas mal interpellés. Et d'ailleurs, les jeunes nous le disent, ou les ados nous le disent. Parfois, quand on discute avec eux ou on intervient auprès d'eux, ils nous disent Monsieur, ça, il faudra le dire à mes parents. Effectivement, même les adultes, on n'est pas des modèles. Parfois, dans le temps qu'on peut passer derrière nos écrans, sur notre façon parfois même de les utiliser ou de s'exprimer, il y a qu'à voir parfois certains forums fréquentés par les adultes. Le ton, où les insultes fusent des fois aussi vite que sur les espaces numériques fréquentés par nos jeunes. Donc il y a un vrai enjeu pour nous adultes à réajuster nos usages. Et effectivement, la question du temps est assez centrale. La place de cet écran, le temps qu'on y consacre dans nos vies. Et en même temps, immédiatement, on va après la question de l'usage et du contenu, parce qu'on peut y passer du temps, mais du temps à quoi Est-ce que c'est du temps pour travailler, pour se distraire, pour écouter, pour se former, pour communiquer Et effectivement, il faut réinterroger aussi ce qu'on y fait. Et il y a une véritable prise de conscience de la part des jeunes sur le fait qu'ils passent beaucoup de temps sur les écrans. On voit de 5 heures à 12 heures pour le pire. C'est du temps qui est passé souvent sur les plateformes numériques, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qui devient nocif dans cet usage très intensif ? Alors en fait, les jeunes en ont une conscience plus ou moins claire, c'est-à-dire qu'effectivement, entre ceux qui ont des pratiques assez variables entre réseaux sociaux, jeux vidéo, etc., et qui ont un petit peu du mal à faire un petit peu la somme de tout ça. Ceux qui finalement ne veulent pas voir le problème, parce que finalement c'est souvent une question de bénéfice-risque. Effectivement, quand on est jeune, on en voit le bénéfice immédiat, on a un petit peu tendance à minimiser les risques. Et effectivement, l'enjeu par rapport à ça, ça va être d'amener à cette prise de conscience pour que petit à petit, la personne par elle-même réajuste ses propres usages en fonction, encore une fois, du bien qu'elle vise, de ce qu'elle a envie d'atteindre. Et on réajuste du coup un bon usage des écrans selon l'âge, comment ça se passe pour réajuster un bon usage ? Alors, quand on est jeune, souvent, on a besoin des parents. Ça c'est clair, voire parfois des frères et sœurs, tout simplement parce que évidemment on n'a pas forcément les clés pour la maîtrise, et puis on n'a pas physiologiquement non plus la capacité. Ça c'est aussi important de le savoir, c'est-à-dire quand on rentre dans l'adolescence, il y a tout le système hormonal qui aussi est chamboulé, se met en place, et le cerveau continue son évolution, sa maturation, et sera terminé entre 20 et 25 ans. Donc tout ce qui se met en place, notamment le circuit de la dopamine, tout ce qui va être sollicité aussi par nos réseaux sociaux, nos jeux vidéo, pour nous rendre un petit peu accros, on ne sera en capacité finalement, même physiologiquement, que vers l'âge des 20 ans, 25 ans, pour être capable de gérer soi-même ces mécanismes. Donc effectivement, c'est toute une période où on est un peu en fragilité, un autre thème de ce Forum Viva, et où on a besoin de l'entourage, on a besoin de l'aide des parents. Alors évidemment, l'objectif de toute éducation, c'est d'amener le jeune vers l'autonomie. Il ne s'agit pas d'avoir la même réaction avec un enfant de 8 ans qu'avec un ado qu'en a 14, 15 ou 17. Cette autonomie va petit à petit se faire progressivement, et le rôle des parents, ça va être petit à petit de s'effacer, mais d'accompagner cette pratique pour que le jeune, une fois qu'il aura quitté la maison, qu'il va partir faire ses études ou entamer sa vie professionnelle, il est acquis finalement par lui-même aussi les bons réflexes, les bonnes pratiques, et il soit en capacité de s'autoréguler pour pas que ça le mette en difficulté derrière dans son travail ou sa vie de couple. Mais c'est difficile en tant que parent de faire comprendre à son enfant que les écrans lui apportent une dose de dopamine, mais qui est aussi à la fois parfois un peu toxique pour lui.
Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeune en a pris conscience, notamment pour intervenir beaucoup auprès d'ados, effectivement, à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu piégés déjà par un certain nombre d'outils, là, il y a déjà cette prise de conscience qui fait que, voilà, prendre conscience qu'on se fait avoir, c'est jamais agréable. Donc il y a une petite réaction une petite réaction qui se fait. Alors, quand on est au collège, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle les traduit forcément immédiatement par des actes, mais c'est vrai quand après on arrive aux âges des lycéens, voilà, on sent qu'il y a aussi un peu plus de recul, voilà, qui se fait, et on a envie quand même d'être un peu plus maître de sa vie et de se dire mais finalement oui, si ces outils-là m'empêchent de vivre ce que j'ai à vivre ou ce que j'ai envie de vivre ou me font rater le coche dans mes études, oui, là ça devient un problème. Une prise de conscience qui se fait en fait un peu plus tard avec la maturité qui arrive. Comment on fait face aux plus jeunes qui eux sont plus attirés vers les écrans? Est-ce qu'il y a des outils, des applications qui peuvent aider à gérer le temps d'écran des enfants sans créer de conflits au sein des familles? Alors sans créer de conflit, je ne sais pas si c'est possible. Voilà, ça c'est effectivement, forcément comme c'est des outils qui attirent, à la plupart après, chaque enfant est aussi différent. Certains enfants ont beaucoup plus d'appétence pour l'écran que d'autres. Mais effectivement, voilà, c'est vrai que c'est important pour les parents de poser un cadre, de fixer une règle qui sera adaptée au fur et à mesure d'évolution des pratiques et de la maturité de l'enfant. Et puis s'appuyer sur des outils effectivement de contrôle parental. Il y en a qui sont gratuits aujourd'hui dans la plupart de nos outils numériques. Quand on est dans le monde Android, ça va être Family Link de Google. Quand on est dans le monde iOS, ça va être Temps d'écran. Voilà, tous ces outils qui sont présents sur nos tablettes, sur nos smartphones, même dans les consoles de jeux aujourd'hui, sur les Switch, les PlayStation. Voilà, il y a des contrôles parentaux intégrés. Donc n'hésitez pas, faut pas hésiter à aller regarder. Sur Internet, il y a des tutos qui permettent de les prendre en main. Et effectivement, ça permet de cadrer un petit peu les temps d'usage. Ça évite aussi que l'enfant, des fois même par inadvertance, tombe sur des contenus inappropriés qui pourraient derrière le mettre mal à l'aise ou le choquer. Et évidemment, plus il va avancer en âge, plus ces outils vont être moins des outils, coercitifs de contrôle, mais vont permettre soi-même de manière un peu objective de dire tiens, cette semaine, j'ai passé combien de temps et ah oui, quand même, je me suis peut-être fait un peu avoir, j'ai perdu un petit peu le contrôle. Et ça permet petit à petit aussi de réajuster ses propres usages, sans avoir forcément tout le temps papa et maman derrière. Et on vous remercie Cyril Markt, vous êtes fondateur de Dictia. Merci beaucoup Clara. Allez, notre dernière invitée pour clôturer ce rendez-vous fidélité ici à Paris au Forum Viva. Je vous propose que nous partions à la rencontre d'une figure que vous avez peut-être croisée au détour des réseaux sociaux ou sur YouTube. Il s'appelle Victor. Victor, le cateau de service. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de Radio Fidélité. Victor, vous êtes un créateur de contenu chrétien. Vous rassemblez plus de 350 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et ici, au Forum Viva, vous avez participé à une conférence Écran et réseau, les maîtriser pour ne pas les subir. Conseil d'un influenceur. Forcément, vous, c'est votre quotidien. Vous comprenez que notamment pour des parents, ou même d'ailleurs pas que des parents, mais les réseaux sociaux peuvent sembler pour certains un domaine assez inquiétant, une espèce de Far West sur lequel on n'a que peu de maîtrise. C'est vrai qu'il y a quelques dangers qu'il peut y avoir sur les réseaux, ce qu'on dit le plus souvent, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui peuvent s'y passer. Le tout, c'est de ne pas absolument diaboliser tout ce qui s'y passe, c'est reconnaître les dangers qui sont bien réels et qui sont évidents parfois. Il s'agit aussi de comprendre les codes des réseaux sociaux qui, en fait, dans leur fonctionnement, sont créés pour créer une addiction, donc on ne le cache pas, mais une fois qu'on sait le reconnaître, on peut parfois utiliser ça pour faire des choses un petit peu plus positives là-dessus et créer des choses qui ont du sens. C'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne et je vois que ça a des résultats étant donné qu'il y a pas mal de gens qui découvrent comme ça Dieu, la foi, le sens de leur vie, qui deviennent heureux en fait, et c'est aussi pour ça que je continue. Donc il y a des dangers à reconnaître, mais il y a aussi des choses positives à développer. Le tout, c'est simplement de ne pas se laisser enfermer par les réseaux sociaux. Parce que dès qu'on choisit d'aller créer quelque chose et y apporter de la valeur, on prend aussi le risque de se perdre là-dedans. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ça marche bien. Le côté addictif, il marche bien. Et donc même pour les créateurs, il s'agit simplement de se mettre des barrières, y aller en étant conscient. Et en fait, les choses se passent bien après. Parce qu'on essaye simplement d'apporter des bonnes choses
Et on se rend compte qu'on peut développer le positif des réseaux sociaux. On peut apprendre énormément de choses sur les réseaux, on peut transmettre énormément de bonnes choses très rapidement sur les réseaux sociaux, on peut toucher beaucoup de personnes, on peut vraiment créer ou faire prendre conscience qu'il y a réellement un esprit de communauté. Et ça peut avoir des bons côtés. Ça peut évidemment avoir ses défauts, mais il y a aussi des belles choses qui se passent grâce à ça. Il s'agit simplement de le constater et puis de l'utiliser à bon escient, je dirais. Donc évidemment on n'y arrive pas toujours. Il y a les vrais risques, mais on fait au mieux et on voit aussi de très beaux résultats. Oui, forcément, c'est comme dans la vie, tout est question d'équilibre et quand c'est bien dosé, ça fonctionne toujours mieux. Est-ce que vous, Victor, vous trouvez que ces réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une terre propice justement pour porter un message missionnaire ? Je pense que oui, mais en fait, tout est une terre propice pour porter un message missionnaire. Les réseaux sociaux, c'est juste la suite des moyens de communication. Je veux dire, on avait la presse, la radio, la télé. On a les réseaux sociaux actuellement. Je veux dire, pas qu'on n'ait plus le reste, mais c'est juste que les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place et on utilise simplement les moyens qu'on a. Donc maintenant, on voit aussi que la plupart des gens ont un compte sur les réseaux sociaux et donc on va là où sont les gens. On essaye simplement, comme toujours depuis les premiers siècles, l'Église n'a jamais été en retard sur des moyens de communication. Simplement, on va là où sont les gens. Et donc, si les gens utilisent les réseaux sociaux, on y va aussi. C'est amusant que vous disiez que l'Église n'est pas en retard, parce que c'est un débat que j'avais ce matin, hors micro, avec un invité, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on voit plus d'influenceurs chrétiens apparaître sur la toile, parce que on est peut-être dans une vague où l'Église est en train de se renouveler, portée notamment par des catéchumènes qui arrivent et qui portent avec eux une nouvelle énergie. Ça donnait l'impression que sur la dernière décennie, ce type-là d'influenceur n'existait pas ou était bien moins visible. Vous comprenez ce regard-là vu de l'extérieur, vous qui êtes dedans ? Bien sûr, en fait, on voyait, il y avait déjà des catholiques il y a 10 ans, mais en fait, il y a 10 ans, les réseaux sociaux ne fonctionnaient pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, en fait, je pense que tout s'est développé très vite et le fait qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de catholiques sur les réseaux, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là il y a 10 ans, mais peut-être qu'ils utilisaient différemment ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on on cherche à comprendre les codes des réseaux et en fait, quand on les maîtrise de mieux en mieux, on touche de plus en plus de personnes. Donc peut-être qu'avant, la manière de faire était différente dans la mesure où aujourd'hui, on va être plus frontal, avec des titres accrocheurs, avec des réponses, avec un petit peu plus de débat extérieurement du moins. Évidemment, il n'y a pas que ça, très loin et heureusement, mais il y en a aussi et de plus en plus. Et il me semble que ce côté frontal, ce côté fierté assumée du catholicisme, elle était moins présente il y a 10 ans. C'était simplement il y a 10 ans, voilà, on était chrétiens, catholiques, et puis on était présents comme voilà, il y a des chrétiens partout. Et on ne l'affichait pas particulièrement, on était juste présents. Et aujourd'hui, devant la multitude des manières de penser différentes, des spiritualités différentes, des points de vue, il y a toute forme de religion, toute forme de spiritualité, toute forme d'avis, que ce soit religieux ou enfin, on entend simplement tellement de choses différentes que les catholiques, il me semble, on prend de plus en plus conscience qu'on devrait et qu'on peut surtout afficher vraiment directement qu'on est catholique et surtout montrer à quel point c'est incomparable. Avant, on en parlait simplement. Aujourd'hui, on en parle, mais on met l'accent sur le côté incomparable, fier du catholicisme. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire sur les réseaux et je vois que ça prend. Alors justement, je vais revenir vers vous. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment vous en êtes arrivé à créer bien l'influenceur que vous êtes devenu aujourd'hui ? Comment ça a démarré ? À quel moment on se dit ah ben oui, ça fonctionne ? À quel moment ça a démarré ? C'est au moment où en fait on parle de Dieu et on se rend compte qu'il y a après des centaines de personnes qui écrivent pour poser des questions. On n'a pas fait exprès, on a juste fait une vidéo. Personnellement, j'avais juste mon téléphone qui était posé sur un pupitre dans ma chambre et je répondais à des questions que j'entends souvent autour de moi.
Et j'ai décidé simplement de le publier en me disant que, au lieu de parler à 15-20 personnes autour de moi, peut-être que je peux toucher plus de monde sur Internet. S'il y a 15-20 personnes qui sont intéressées autour de moi, il y a peut-être 15, 20, 30, 100 personnes que je connais pas qui se posent exactement les mêmes questions et qui peut-être ont besoin de ces mêmes réponses. J'avais rien à perdre, j'avais cet élan intérieur, des amis en même temps m'avaient dit vas-y, donc j'avais une confirmation extérieure, un élan intérieur. Personnellement, avec mon point de vue chrétien, je me suis dit qu'il y avait peut-être là un clin d'œil de Dieu, quelque chose à tester. Et donc j'ai essayé, j'ai publié quelques vidéos et je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui s'abonnaient, qui répondaient, qui partageaient ces vidéos et ça touchait du monde. Après, on essaye simplement de voir les vidéos qui marchent mieux que d'autres. Et quand une vidéo marche bien, ça veut dire qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'elle parle, qu'elle touche. Et donc, s'il y a là un besoin, on va essayer d'y répondre. Et c'est globalement ce que j'ai fait sur les réseaux jusqu'à maintenant, depuis 5 ans. Et c'est en voyant les réponses des gens, en voyant que ça touche de plus en plus de personnes et que ça répond réellement à des vraies questions que les gens se posent. Et en voyant aussi que, en fait, avec ces réponses, les gens changent réellement de vie, que ça se traduit dans le concret, que c'est pas juste une vidéo de plus que la personne a vue, mais qu'après ça, elle change réellement de vie. Qu'en fait, on est émerveillé de voir ça parce qu'on n'a pas fait exprès, on a juste parlé de ce qui nous émerveillait en un sens, et on voit que les gens sont touchés. Et donc après, je sais pas si je peux vraiment dire que j'ai créé l'influenceur. Influenceur, c'est le terme qu'on utilise généralement. Il veut dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais en fait, simplement, j'ai fait de mon mieux pour parler de ce qui m'anime. J'ai vu que ça répondait à un besoin, donc j'ai continué. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se convertissaient et en masse, donc il y avait là un besoin auquel il fallait aussi y répondre. Et les choses ont fait que il y a de plus en plus de personnes qui se sont abonnées et qui écoutent encore maintenant. Donc c'est un encouragement supplémentaire. C'était pas une posture construite, pensée en avance. C'est vraiment juste né d'un émerveillement en premier. Et après, par la force des choses, on constate qu'il faut continuer. Et ce qui est fort, c'est que vous le faites avec une touche d'humour quand on parcourt, et si on va sur votre chaîne YouTube, et j'invite nos auditeurs à aller la découvrir, sincèrement on peut pas s'empêcher de sourire quand on passe les vidéos en revue. Vous nous parlez des prières parfois les plus drôles ou qui sortent un petit peu de l'ordinaire, vous invitez des célébrités à la messe. Il y a quand même, je trouve, une approche qui est là. On est... Je veux pas être désobligeant et surtout ne le prenez pas comme tel, mais je trouve par moment à la limite entre le côté divertissant, il y a la forme divertissante qui vient vous taper sur l'épaule en disant tiens, ça pourrait être chouette que tu me regardes, mais il y a surtout le fond après qu'il a derrière. Évidemment, on essaye de parler aux gens avec le format qui pourrait les intéresser. Moi, le premier, j'aime bien le contenu divertissant, pas forcément catho, qu'on trouve sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en règle générale. Je suis aussi, entre guillemets, un consommateur des réseaux sociaux. Donc en fait, je vois les codes, je vois ce qui m'intéresse aussi. Et donc en fait, il y a des gens qui parlent de voitures dans un format divertissant, il y a des gens qui parlent d'art, il y a des gens qui parlent de danse ou de cinéma. Pourquoi ne pas parler de Dieu avec ce même format ? En fait, le format, c'est une chose, et je pense que tous les sujets peuvent être abordés. Et simplement, voilà, quand on essaye de les rendre intéressants, donc ça c'est la forme, tout le fond peut passer derrière. Donc forcément, après, c'est un peu de travail sur la réflexion des vidéos, comment est-ce qu'on la pense, comment est-ce qu'on l'écrit, comment est-ce qu'on la monte après. Parfois, on a l'impression que ça va très bien marcher et en fait, pas du tout. Parfois, on fait quelque chose presque au dernier moment, sans trop l'organiser et en fait, ça décolle complètement. Donc après, c'est beaucoup de tests, mais en fait, ça part simplement d'une volonté à un moment donné, on veut transmettre un message qui nous porte, donc on veut aussi le faire d'une manière qui pourrait toucher du monde. Et donc, on adopte les codes des réseaux actuels, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, TikTok, Facebook. On adopte les codes et puis voilà, si on a un bon contenu à transmettre, on essaye aussi de faire en sorte qu'il soit audible. Est-ce que ça pourrait être, Victor, un message que vous pourriez soutenir, le fait de se dire, si vous avez des choses à dire, si vous avez envie de parler de la religion, tout simplement parlez-en, ne vous bridez pas. Exactement, je pense qu'en fait, il y a tellement de gens qui parlent de tout et de rien, de danse, d'art, de science, et ils ne sont pas gênés de parler de leur passion.
Si moi ma passion c'est Dieu, pourquoi est-ce que je serais gêné d'en parler ? En fait, on s'attend très souvent, du moins dans la foi chrétienne, parmi les chrétiens que je vois autour de moi, on s'attend tellement souvent à des contradicteurs, à des gens qui viendraient dénoncer, critiquer des choses. Mais en fait, ce qu'on constate le plus souvent dès qu'on commence à parler de Dieu, c'est qu'il y a en face réellement une oreille attentive. Si on est chrétien, c'est parce qu'on croit que c'est la vérité. La vérité touche les cœurs, en fait. La vérité, elle s'impose par la force de la vérité elle-même. C'est ce que dit l'Église dans le Concile Vatican II. Mais en fait, la vérité touche les cœurs. Donc, quand on parle de la foi, on voit qu'en fait, les gens sont intéressés. Les gens posent des questions. Il y a forcément quelques moqueries ici et là. Mais dès que les gens savent se rendre compte qu'on est sérieux, ils arrêtent de se moquer et ils posent vraiment des questions. Il y a parfois des gens qui m'insultent. Dès que je leur réponds sincèrement en disant écoute, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi quoi, mais que ce soit constructif pour toi comme pour moi, sinon je pourrais rien changer. Manifestement, t'aimes pas, dis-moi pourquoi. En fait, les gens après disent pardon de t'avoir insulté, ils s'excusent et puis on parle vraiment de choses profondes. Donc les moqueries auxquelles on s'attend, les insultes auxquelles on s'attend, il y en a parfois, mais c'est une telle minorité qu'en fait on voit juste des gens intéressés. Et même les gens qui se moquent ou qui insultent, au final, quand on les gère chrétiennement, ils changent aussi de comportement. On n'a absolument rien à perdre. On voit tellement de choses sur Internet. Tout le monde est présent sur Internet, nous aussi, et sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas y mettre Dieu aussi ? Merci beaucoup Victor, le cateau de service. Je rappelle que vous êtes influenceur, près de 350 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu pour retrouver notamment ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Et bien voilà, chers amis auditeurs et auditrices, c'est là que notre rendez-vous fidélité va se refermer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous proposera demain la suite de nos aventures au Forum Viva avec de nouveaux intervenants qui vont vous parler cette fois-ci des questions de fragilité. Vous ne bougez pas, les programmes de Radio Fidélité continuent. Belle journée à tous.